là dans le cadre d'un webinaire organisé par l'UQA et le département du Pas-de-Calais. On accueille Chloé Béron qui va nous présenter le CIAM, Centre international des arts en mouvement, à Aix-en-Provence. Donc, c'est un webinaire qui va durer de 10h à 11h30. Petit rappel technique pour commencer. Donc, vous avez, pour ceux qui ne sont pas familiers du Zoom, vous avez la barre en bas qui vous permet de couper, ouvrir votre micro. Donc, merci de laisser les micros coupés quand vous ne parlez pas. Couper, ouvrir la caméra également. Vous pouvez accéder au chat par la barre d'en bas et réagir. Et c'est là notamment que vous pouvez demander la parole en levant la main. Comme on est assez nombreux, ce sera plus facile pour fluidifier les échanges. Alors, on va vous faire une brève mise en contexte avec Magali Limous, que je salue, qui est chargée des enseignements artistiques et des enseignements et pratiques artistiques en amateur au département du Pas-de-Calais. Et moi, je suis Bérénice Sarda, je travaille pour la Fédération Arts Vivants et Départements. Donc, je salue d'ailleurs mes deux collègues qui sont là, Cédric Hardy, délégué général de la Fédération, et Louise Robert, chargée de mission, qui vient de rejoindre la Fédération. Donc, la Fédération, c'est une organisation nationale qui regroupe une trentaine d'adhérents, qui sont à la fois des conseils départementaux et des agences culturelles départementales, donc une structure qui travaille autour des politiques culturelles avec comme angle d'approche principale la question de la coopération au niveau de l'espace géographique départemental. La Fédération a créé, impulsé le LUCA, Laboratoire d'usage culture, art, société, avec deux autres structures qui sont le Bureau des possibles et Ville Innovation. Et en 2021, le LUCA a publié un premier rapport de la coopération culturelle à la culture de la coopération que vous pouvez trouver en ligne. Et donc depuis ce rapport, le LUCA accompagne des collectivités, départements ou intercommunalités dans la mise en œuvre de politiques culturelles participatives impliquant les habitants et les acteurs du territoire. Donc, pour ce faire, le LUCA propose un accompagnement méthodologique. Donc, il propose un outillage de formation des acteurs de la collectivité accompagnée, mais aussi des acteurs du territoire. Il y a aussi un accompagnement dans le cadre d'une démarche de diagnostic au contact des habitants des acteurs et à l'aide d'ateliers, de moments de rencontres, de conférences, il y a la mise en place de nombreux temps de co-construction. Mais le LUCA, c'est aussi plus que ça parce qu'à travers tous les territoires accompagnés, le LUCA documente, produit, diffuse des communs. Donc, pour chaque territoire, il y a des universitaires qui à qui on fait appel. Et ces universitaires rédigent des articles. Dans les communs, il y a aussi des kits méthodologiques. Et puis, à venir très prochainement, des podcasts, peut-être des MOOC, etc. Et puis, enfin, le LUCA, c'est aussi la mise en réseau des différents territoires qui sont engagés dans des démarches LUCA. Et j'ai oublié de préciser que pour la production des communs, le LUCA est soutenu par le ministère de la Culture et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Peut-être Magali, si tu veux faire un petit focus sur l'accompagnement du LUCA dans le Pas-de-Calais. Oui, merci Bérénice pour cette présentation complète. Donc Magali Limous, enchantée. Je suis en charge des enseignements et des pratiques artistiques en amateur pour le département du Pas-de-Calais, chargée également en conseillère aux arts du mouvement, danse, cirque, entre autres. La démarche du LUCA et du département du Pas-de-Calais, en tout cas ce partenariat, intègre en fait la politique départementale en matière de sa politique dédiée aux enseignements artistiques et aux pratiques en amateur. Grosso modo, le département du Pas-de-Calais, donc la loi, je le rappelle, enseignement artistique, une des rares compétences obligatoires des départements. La loi passe en 2004, le département s'engage dès 2006, via un schéma triennal qui va être renouvelé jusque-là dernièrement. On a terminé le cinquième schéma. L'objectif était une fois ce schéma terminé, de s'engager sur la redéfinition de la politique. Ce qu'on entend par là, c'était ce qu'on a souhaité, c'est s'engager dans une démarche de concertation au sujet des dispositifs qui étaient proposés, pour être très concrète, des dispositifs qui étaient proposés aux établissements d'enseignement artistique, mais pas que, et de s'engager dans une dynamique de consultation
des partenaires du département du Pas-de-Calais. Pour resituer un peu notre territoire, alors désolé pour la redite, s'il y en a qui étaient là au webinaire précédent, mais je le rappelle très succinctement et rapidement, le département du Pas-de-Calais, presque 1,5 million d'habitants, 95 établissements d'enseignement artistique qui sont accompagnés. Ça représente à peu près 190 équivalents temps plein, des dispositifs d'orchestre au collège, des dispositifs de formation, des grandes conventions et des grands partenariats. Ceci est dit, dans la démarche qui est engagée avec le LUCA, il y a une première phase pour préparer, vous le voyez là sur le document, merci Bérénice pour les éléments. Vous voyez qu'il y a une première phase qui était une phase préparatoire. L'objectif était d'avoir un premier temps de sensibilisation et d'échange avec les acteurs des territoires pour présenter la dynamique du département et plutôt que de s'engager sur refaire voter un schéma qui aurait été celui qu'on connaît jusque-là, de s'engager via de la mise en place d'ateliers et de rencontres avec les acteurs des territoires qui auront lieu sur tout le territoire, tout ou partie du territoire départemental, qu'il s'agisse de la musique, danse, cirque. J'ai vu passer des visages que je connais qui travaillent sur le territoire autour du cirque. Enfin voilà, à peu près tout ce qui relève du spectacle vivant, on va dire. Ça a donné lieu à un premier temps de conférence-atelier en février dernier. On est sur une dynamique très courte, très courte. Tout est relatif. On n'est que sur 6 mois de recherche-action, parce qu'on est bien sur une dynamique de recherche-action, pour un schéma qui, on l'espère, s'inscrira sur la durée du prochain mandat. Donc, on s'est engagé avec le LUCA qui nous accompagne, la Fédération Avivant et Département et le LUCA, qui nous accompagne depuis janvier dernier sur une dynamique de rencontres via des immersions en territoire, des rencontres des acteurs, l'animation d'ateliers, de discussions, de travail autour de différentes thématiques que sont la définition des écosystèmes, en gros des acteurs culturels des territoires qui sont identifiés, générer de nouvelles rencontres, envisager de nouveaux partenariats. Et toutes ces premières, deuxième phases d'immersion et de rencontres vont donner lieu très prochainement à la phase 3, qui est celle d'imaginer de façon très concrète en fait, des ateliers, des actions, des projets qui pourraient avoir lieu et qui pourraient être accompagnés par le département du Pas-de-Calais. Alors, je le redis, nous, on est vraiment dans une dynamique d'expérimentation. Donc, on est dans ces ateliers-là, on est autour de la table avec les partenaires pour réfléchir ensemble à ce que pourrait donner la politique culturelle du département sur cette question sur son schéma des enseignements et des pratiques artistiques, mais aussi, et plus largement, on va employer le gros mot, c'est aussi de réinterroger cette notion et la question des droits culturels et de la présence d'un établissement d'enseignement artistique, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, sur un territoire, et de voir en quoi le département peut accompagner cet établissement à rayonner différemment sur son territoire et à créer de nouvelles passerelles, s'ouvrir à différents types d'usagers et usagères, à des nouvelles types de pratiques, à diversifier les enseignements, autant d'enjeux qui émanent directement des ateliers dont je vous parlais. Voilà un peu pour la démarche globale. Je pense qu'il ne faut pas, je vous Bérénice, mais on sera emmené à en discuter directement avec Chloé dans les échanges qu'il y aura pendant l'heure et demie à venir. Donc voilà, je ne sais pas, je te laisse reprendre la main. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Magali. Et hop, du coup, donc pour faire juste un petit récapitulatif des objectifs de ce webinaire, donc c'est un temps de rencontre entre les acteurs d'enseignement artistique dans le Pas-de-Calais, donc comme vient de le rappeler Magali, et c'est également ouvert à toutes les adhérents de la fédération. Donc on a pas mal de chargés de mission de la fédération dans les conseils départementaux et agences adhérents. Donc, c'est un webinaire, comme on vient de le dire, qui est coordonné par la fédération dans le cadre du LUCA. L'objectif, c'est vraiment de partager une pratique qui nous a semblé très inspirante, donc c'est l'exemple du Centre international des arts en mouvement, mais aussi de favoriser l'interconnaissance, les échanges, et puis éventuellement de poursuivre les échanges suite au webinaire. Donc le petit déroulé de la matinée, donc c'est Chloé Béron, qui est la cofondatrice et directrice du Centre international des arts en mouvement Aix-en-Provence, je l'ai déjà dit, qui est notre invitée pour cette heure et demie. Et il va y avoir donc une première présentation générale du projet du SIAM,
et de la jeunesse du SIAM. Et ensuite, il y aurait un petit temps d'échange d'une vingtaine de minutes également. Et enfin, une deuxième partie qui sera la présentation d'un projet plus inspirant, donc un projet inspirant, pardon, avec un projet qui avait lieu dans la prison de Luynes, et Chloé détaillera ça mieux que moi, avec Valentine Bellone, éventuellement, qui nous rejoindra, qui travaille également au SIAM. Et enfin, un dernier temps d'échange d'une vingtaine de minutes, et puis nous pourrons conclure. J'arrête de partager ça. Et Chloé, je te laisse la parole. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Chloé Béron, effectivement, la directrice et la cofondatrice du SIAM à Aix-en-Provence. Ce que je vous propose, c'est avant d'entrer précisément dans le projet, j'ai un tout petit récap en images de 3 minutes du projet, puisqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous faire visiter sur site l'espace. Donc, je vous propose de résumer le projet en 3 minutes et d'entrer un peu ensuite dans le détail. Je ne sais pas, Bérénice, si c'est toi qui partages la vidéo que je t'ai envoyée. C'est peut-être le plus simple. Et puis ensuite, on en parle dans la foulée. Alors, j'ai juste un petit problème de connexion. Alors, je suis désolée, Je peux le faire moi, hein, si tu préfères. ouais, en fait, il n'arrête pas de me dire que ma connexion est instable et j'ai peur que ça lag un peu. C'est bon pour toi, Chloé? Sinon, je l'envoie à Ouais. Cédric. Okay. C'est bon pour vous, l'affichage? Ouais. Bonjour et bienvenue au SIAM, le Centre international des arts en mouvement, un lieu qui œuvre à recréer du lien entre le spectacle vivant et tous les pans de la société. Nous sommes ici en bordure d'Aix-en-Provence, au carrefour d'univers très différents. À l'est, à 3 arrêts de bus, sur la ligne directe entre le SIAM et le centre-ville, se situe le quartier du Jas de Bouffan, classé quartier prioritaire de la ville et dont beaucoup d'enfants fréquentent le stade de foot qui est juste mitoyen au SIAM. Au nord et à l'ouest s'étend la campagne aixoise agricole et les villages ruraux du pays d'Aix. Au sud, à moins de 5 km, est installé un grand pôle économique d'innovation autour des nouvelles technologies et du développement durable, et notamment le campus d'innovation The Camp. Le SIAM s'inscrit à la croisée de ces univers, créant du lien entre ces équipes culturels, éducatifs, économiques et sociaux variés qui n'ont pas toujours l'occasion, ne touchent que 15% de la population française. Nous avons choisi de nous appuyer sur les arts du cirque pour explorer la reconquête des 85% qui s'en sont détournés. Aujourd'hui, après 9 ans d'existence, le SIAM, c'est 30 000 bénéficiaires chaque année autour de 4 grands pôles: l'enseignement, l'innovation recherche, l'accompagnement et la diffusion de spectacles. Nous avons une équipe de 12 artistes pédagogues qui encadrent chaque année plus de 1500 enfants et adolescents sur des ateliers de découverte et de pratique des arts du cirque, près de 500 salariés sur des ateliers de cohésion d'équipe et plus de 300 élèves de l'école de pratique amateur. Nos projets d'innovation consistent à faire se rencontrer des univers qui s'ignorent. Les SIAM Labs convient des professionnels de disciplines différentes à plancher pendant 5 jours de hackathon sur des sujets comme cirque et architecture, cirque et objets connectés, ou encore cirque augmenté. Nous initions également des résidences d'inspiration. La dernière en date réunissait des artistes de cirque et des chercheurs du CNRS pour créer des petites formes à la rencontre entre cirque et sciences humaines. Par ces initiatives, nous espérons contribuer à l'enrichissement de l'écosystème. Nous accompagnons des compagnies de cirque sur leur stratégie de développement et œuvrons à l'ouverture d'un accélérateur de compagnies pour amplifier encore notre impact dans ce domaine. Nous conseillons également nos structures partenaires sur des implantations techniques liées au cirque. Enfin, nous glissons régulièrement du spectacle au SIAM ou dans des lieux non dédiés, proposant toute la diversité. Notre festival Jour et Nuit de Cirque accueille chaque année plus de 12 000 spectateurs. En 2022, sur le terrain du SIAM, un cirque en dur, ouvrant la perspective de nouvelles explorations de croisement de public. Nous accueillons depuis peu un conseiller numérique et commençons le déploiement d'une microfolie pour amplifier notre impact, mais les cirques et beaux-arts et poursuivre l'ouverture des arts au public. Demain, le SIAM sera un lieu de vie, de découverte et de rencontre ouvert 6 jours par semaine, plus de 300 jours par an. Et pour passer cette marche de développement, aujourd'hui, nous avons besoin de vous.
Voilà, en quelques minutes, le SIAM, ça me permet de vous donner un peu une idée du lieu. Je ne sais pas si du coup tout a repris. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, en 3 minutes, quelques images sur ce projet. Le projet du SIAM, il est né en 2013 à l'occasion de la capitale européenne de la culture, qui était Marseille-Provence 2013. C'est un des rares lieux qui a resté pérenne à Aix-en-Provence après cette capitale européenne. On est deux cofondateurs très différents. Philippe Delcroix, qui est l'un des membres cofondateurs de l'Académie Fratellini, qui est un autodidacte qui vient plutôt d'abord de l'entreprise classique, puis du spectacle vivant et du théâtre contemporain. Et qui est aujourd'hui directeur technique du Festival d'art lyrique à Aix-en-Provence. Et puis moi-même qui suis ingénieure de formation, je fais l'école centrale de Lyon et ensuite j'ai fait avant de partir ensemble dans des signes de public, soit confrontés à ces émotions, la culture et du spectacle vivant. Alors, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement innovant, parce que je sais que tous autour de la table, on travaille autour de ce sujet-là, mais c'est d'essayer de proposer d'expérimenter. Comme on le disait dans la vidéo, il y a donc 4 grands axes de travail. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se limiter à l'un de ces axes, malgré la difficulté d'être dans cette simultanéité de projets. Sur le volet d'enseignement, on développe une école de pratique amateur qui faisait des écoles et des stages qui avaient, avant le Covid, 450 élèves, qui aujourd'hui en a 250, donc qui a été fortement impacté par le Covid. On espère que la rentrée sera plus positive. Des scolaires, maternelles, primaires, collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur. On a l'habitude de dire au SIAM qu'on enseigne de la maternelle à l'EHPAD, ce qui nous donne toute la palette des publics possibles. On a également de l'enseignement autour des publics en situation de handicap. On accueille toutes les semaines des enfants autistes notamment. On travaille beaucoup sur des projets autour de la surdité, la question de l'équilibre avec la surdité. Depuis peu, on travaille également avec des publics épileptiques. Donc voilà, la question du handicap, c'est quelque chose qui nous traverse régulièrement. On travaille avec des publics en difficulté sociale, soit par des dispositifs d'accompagnement aux activités sportives, puisque avec le SIAM et avec le cirque, on essaye de se glisser sur les sportifs finalement, et c'est un moyen aussi de toucher des publics différents. On va en pied d'immeuble dans les quartiers prioritaires. Et puis ensuite, on travaille avec des publics, notamment de l'ordre du judiciaire. On y reviendra prochainement. Mais pour vous dire rapidement, on travaille avec la protection judiciaire de la jeunesse, l'école de la seconde chance. Et puis ensuite, on intervient en centre pénitentiaire, donc auprès des mineurs incarcérés, auprès des adultes en fin de peine. Et puis, on travaille en ce moment aussi sur des projets dans les prisons de haute sécurité. Donc ça, c'est dans le volet enseignement. Et puis, petite particularité aussi, on enseigne au public d'entreprise, donc aux salariés. On pourra sûrement y revenir, mais pour moi, c'est un moyen aussi de toucher des gens, un public très large. Il y a beaucoup plus de salariés qu'il n'y a de spectateurs en France. Et donc, c'est aussi un moyen de mettre un pied dans la porte de certains publics qui ne fréquentent plus ces lieux-là. Donc, on travaille avec des ateliers de cohésion d'équipe qui mêlent du travail autour des ressources humaines et de la pratique des arts du cirque. Ça, c'est notre volet d'enseignement. Sur le volet d'innovation-recherche, on a donc le programme que vous avez vu qui s'appelle SIAM Labs, où on convie pendant 4 jours des profils de 5 disciplines différentes à réfléchir sous un format presque de hackathon à des sujets en lien avec les arts du cirque.
L'idée étant d'abord de faire se rencontrer ces gens qui ne se croisent pas, et puis peut-être de faire émerger des idées qui peuvent ensuite renourrir le secteur. Le process est à peu près aussi intéressant que le résultat. C'est toujours dans cette idée de faire se croiser des gens étonnants. Quand on a fait celui, par exemple, sur cirque et architecture, on a convié des architectes, des scénographes, des directeurs techniques, des ingénieurs et des spécialistes de l'innovation. Déjà, la première demi-journée pour que chacun se rencontre, pour un ingénieur, comprendre à quoi ça sert un scénographe, c'est un peu complexe et c'est toute la richesse de ça. Et évidemment, on peut faire ces parallèles entre ces différents profils de la même manière. On accueille, on programme dans les programmes de recherche aussi des croisements entre chercheurs et artistes. Vous l'avez vu aussi très rapidement, on a croisé des chercheurs du CNRS avec des artistes de cirque, notamment un politologue spécialiste de l'islam en France qu'on a amené à rencontrer avec un jongleur. Ils ont créé ensemble des chroniques jonglées de la laïcité qui revenaient sur toutes les lois qui ont mené à la laïcité et toutes les différentes définition de la laïcité. On a fait se croiser également un clown avec un ethnomusicologue qui était allé capter les musiques traditionnelles d'Éthiopie, qui ont travaillé ensemble sur la déconstruction de la musique et l'origine du bruit. Et on a ensuite appairé également une historienne spécialiste de l'arrachement à la terre natale et des migrations difficiles, et qu'on a appairé avec une contorsionniste franco-québécoise et qui ont travaillé sur l'histoire d'une poétesse syrienne qui avait été exilée. Donc voilà, à chaque fois, l'objet, c'est d'être le traducteur entre ces mondes qui ont parfois du mal à se rencontrer, à se parler, à se croiser, pour faire que à cet endroit-là puisse naître quelque chose de nouveau. Sur le volet d'accompagnement, on a donc cette pépinière de compagnie qui est en cours de création, sur lequel on travaille beaucoup avec le monde économique, puisque les artistes sont des chefs d'entreprise qui s'ignorent et qui n'ont pas forcément le volet d'accompagnement stratégique plus que artistique. Donc ça nous a semblé être quelque chose qui était intéressant à investir. Et puis on accompagne aussi un peu les collectivités sur tout le volet, notamment depuis la reprise avec le Covid. On a accompagné pas mal de nos partenaires sur comment reprendre le spectacle malgré les conditions sanitaires. Le SIAM ayant été un des premiers lieux à reprendre son activité de spectacle le 12 juin 2020 à la sortie du confinement. Il y avait assez peu de monde à cette période-là et donc ça nous a permis aussi de développer un savoir-faire autour de ce sujet-là. Et puis enfin, sur le dernier volet, c'est celui de la diffusion de spectacles. On a un grand temps fort qui s'appelle Jour et Nuit de Cirque, qui est un festival qui rassemble l'ensemble de la palette des arts du cirque d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on considère qu'on va depuis le cirque traditionnel, qui est souvent détaché du reste de cette ligne artistique, jusqu'au cirque contemporain. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le cirque traditionnel dépend d'un autre ministère que celui de la culture, donc c'est intéressant aussi de réussir à faire toute la palette. Et ça nous permet également d'attirer un public très varié, puisque par des formats cabarets, on va avoir beaucoup de public assez éloigné du spectacle vivant habituellement, à qui on peut dire vous pouvez venir, mais vous pouvez partir au milieu, vous pouvez manger en même temps, enfin, qui vient casser les codes de ces propositions artistiques, jusqu'à des formes extrêmement contemporaines, assez pointues. L'idée étant d'essayer par capillarité de public de faire que certains se laissent tenter par des formats qu'ils n'auraient pas explorés seuls. Et puis, sur la diffusion, on présente des spectacles, donc beaucoup dans des lieux de patrimoine. Vous l'avez vu très rapidement à l'abbaye de Silvacane, qui est une abbaye cistercienne au nord d'Aix-en-Provence, avec lesquelles on développe depuis bientôt 5 ans des nuits en mouvement de l'abbaye. C'était une demande de la ville qui voulait un grand son et lumière dans son abbaye, et qu'on a réussi à accompagner vers une forme plutôt de spectacle vivant, peut-être moins sur la durée et un peu moins visible en termes touristiques, mais qui désormais accueille quasiment 900 spectateurs à chacune de ces représentations.
Et ce qui nous permet à la fois de permettre au public de découvrir ce patrimoine, puisque c'est une abbaye qui se visite relativement rapidement. Et donc, le fait d'élargir le temps de visite, ça permet également d'attirer un public plus large, mais également de permettre à un public qui vient voir plutôt l'abbaye de découvrir le cirque contemporain. Et enfin, on travaille également avec les salariés des entreprises pour glisser des formes de cirque dans des entreprises, pour tenter aussi de faire de l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie, pousser ces formes qui sont écrites, qui ne sont pas des formes événementielles, mais glisser ces temps de spectacle vivant au cœur des entreprises. Donc voilà, le SIAM, on l'a développé comme ça. D'abord, on l'a développé en étudiant le territoire sur lequel on allait s'implanter, puisque c'était une demande de la ville d'Aix-en-Provence de développer sa politique culturelle autour des arts du cirque. Donc, on a d'abord étudié le territoire en se disant quels sont les interstices à explorer, puisqu'au vu de la raréfaction des fonds publics, il était important pour nous de ne pas faire doublon avec ce qui existait déjà, tant au niveau régional qu'au niveau national. Donc, c'est né beaucoup d'une recherche d'interstices, et l'enseignement artistique et culturel était largement une interstice explorable, puisqu'il y avait beaucoup de sujets sur lesquels peu de lieux allaient. Et puis, on a depuis le début voulu en permanence essayer d'aller contre cette parcellisation de la société, cette idée que cette archipélisation de la société, qu'on va aller chacun dans notre bulle de confort avec des gens qui pensent de la même manière que nous, qui sont comme nous, etc. Et pour ça, c'était assez peu naturel, en fait. C'est une grande difficulté de croiser les publics. Ce qui marche le mieux jusque-là, c'est de les faire venir sur des projets spécifiques pour eux, mais simultanément dans le même lieu. C'est vraiment ce qu'on travaille, c'est-à-dire de faire que des chefs d'entreprise, des salariés qui viennent par exemple en team building avec leur entreprise, croisent des enfants qui sont en éducation artistique et culturelle ou des gens en situation de handicap, et qu'on sensibilise les uns et les autres à l'importance et à l'intérêt des projets faits avec autrui, pour justement tenter petit à petit de fabriquer un peu plus de vivre ensemble. Pour vous donner quelques éléments un peu d'organisation, c'est donc un lieu qui est né avec cette volonté municipale, qui aujourd'hui a un budget général de 1,2 million, donc ce qui vous donne un peu l'échelle, soutenu à moitié par des fonds publics, à moitié par des ressources propres. Et dans cette moitié de fonds publics, donc les ressources propres, c'est beaucoup les projets pédagogiques, l'enseignement, la participation des établissements, et puis un peu de participation des entreprises et un petit peu de mécénat. Mais en gros, on est beaucoup sur des résultats de projets. Et sur le volet des collectivités qui accompagnent le SIAM, on a principalement la ville et la métropole qui ont été les territoires accompagnants au départ. Et puis, sont venus beaucoup plus timidement et dans un second temps, d'abord la région sur le volet du festival uniquement, qui ne nous soutient pour l'instant toujours pas en fonctionnement. Le département qui est arrivé aussi assez timidement au départ, surtout sur des volets d'enseignement, de projets d'abord, de réponse d'appel à projets, puis ensuite sur des volets patrimoniaux, de patrimoine en mouvement notamment, ce temps de festival dans des lieux de patrimoine. Et qui, depuis 1 an et demi, nous accompagne en fonctionnement à hauteur de 2 500 €, ce qui est symbolique, mais c'est un premier effort. Et puis l'État, la DRAC, qui se trouve également en plein questionnement sur comment nous soutenir et qui nous soutient au titre des EAC. Voilà, la difficulté de ce projet, c'est justement que comme il va dans différents secteurs, c'est un projet qui relève à la fois de la culture, évidemment, mais également de l'éducation, de la solidarité, du sport. On a cette difficulté à être compris de façon transversale.
Et alors qu'on pourrait imaginer que ce soit une force, puisque ça vienne fédérer des acteurs très différents autour d'une thématique partagée, finalement, c'est plutôt la patate chaude qu'on se renvoie en disant ça peut aller plutôt sur ta ligne que sur la mienne. Mais on est en train de changer ça et en tout cas, on continue à défendre bec et ongle le fait que dans un même lieu, oui, il peut et il doit y avoir de la pratique amateur sans vocation professionnelle, de la pratique professionnelle, du spectacle très pointu, du spectacle plus populaire et que tout ça doit pouvoir se trouver de façon aléatoire dans un même lieu. Aujourd'hui, on est une quinzaine de salariés et c'est une structure à association, loi 1901 d'intérêt général, qui a cette capacité aussi de lever du mécénat. Pour vous donner une idée, les subventions publiques sont restées inchangées quasiment depuis la création du SIAM, alors que le projet est passé d'environ 700 000 € à 1,2 million. Tout le reste sont des fonds que nous sommes allés chercher, avec cette envie de dire que finalement, ça vient démultiplier l'impact du projet, ça lui donne les capacités d'aller chercher d'autres projets, d'être plus réactif aussi. Ça donne des capacités d'investissement sur des sujets récemment. Pendant le Covid notamment, il y a eu tout un volet sur les étudiants qui étaient en difficulté sociale, psychosociale, sur lequel il a fallu déclencher assez vite des ateliers pour leur permettre de penser à autre chose et d'accompagner leur psychologie quotidienne. Ce sont des choses qui ne peuvent pas attendre parfois l'appel à projet de l'année suivante. Et donc, ce modèle 50-50, on y tient aujourd'hui pour avoir cette capacité d'action. Comme on le disait dans le film, la ville est en train de construire un cirque en dur sur le terrain du SIAM. Ça change totalement les perspectives. C'est un lieu de diffusion à l'année. Ce sera un lieu de création et de diffusion. Et justement, tout l'intérêt et toute la difficulté du moment, c'est d'en faire un lieu où vont se croiser les publics et d'essayer d'éviter, puisque le SIAM est implanté sur un terrain qui fait 5 hectares, sur lequel il y a 4 chapiteaux. Toute la difficulté, c'est d'éviter qu'il y ait quelque part un lieu à 2 vitesses avec la citadelle artistique en dur, dans un endroit un peu différent, enfin en tout cas bien identifié, et les projets d'enseignement artistique et culturel qui viennent se trouver dans des espaces moins prestigieux. Pour cela, par exemple, on a enlevé l'ensemble des fonctions support de la salle de spectacle. On a retiré le bar, y compris les toilettes, le hall, etc. Et on a tout laissé en combiné avec l'ensemble des équipements du site, ce qui permet de partager tous ces espaces, quel qu'en soit l'utilisateur. L'usager, on se retrouve exactement dans les mêmes espaces communs. C'est peut-être des petits détails, mais malgré tout, ça permet de ne pas donner le signal qu'il y a des possibilités de se retrouver uniquement avec ceux qui sont en train de faire la même activité que nous. Et dans ce cadre-là, on accueille également la microfolie. Alors, je sais que c'est un sujet qui fait grand débat dans notre secteur. En tout cas, on essaye, comme le reste, de profiter de ces dispositifs d'appel à projet on répond quasiment à la quasi-totalité des appels à projets qui sortent. Microfolie en faisait partie il y a longtemps, avec cette envie un peu de hacker ce système, de profiter de cette opportunité de diffuser des œuvres, mais d'essayer de le pousser plus loin. On est en pleine discussion pour essayer de l'emmener en prison, donc voir comment ça peut être un service déconnecté quelque part, totalement de sa base et garder les possibilités d'interaction. On essaye de le pousser le plus loin possible pour voir ce qui peut permettre de faire de la transversalité entre ce qui est présenté à l'intérieur de la microfolie, nos ateliers. L'avantage des arts du cirque, c'est qu'il n'y a pas de barrière psychologique à l'entrée. Tout le monde est allé au cirque, quel qu'en soit l'esthétique. Et le cirque traditionnel, pour ça, a vraiment un atout énorme, c'est qu'il va dans tous les villages, tout le monde a déjà vu ça, et donc il y a cette simplicité d'accès avec la discipline. Et je le dis souvent, les spectacles de cirque, c'est souvent, ça démarre sur un malentendu. En fait, dans la salle, il y a des gens qui attendent des choses très différentes et qui se retrouvent confrontés à un même spectacle. Et ce malentendu, il est fantastique pour essayer d'attirer des publics très différents.
il y a des gens qui viennent au festival chez nous, qui viennent voir des œuvres finalement qui sont de cirque très contemporain et qui s'étonnent encore qu'il n'y a pas d'animaux, que ce n'est pas que de l'acrobatie, etc. Pour moi, ce n'est pas grave. C'est tout l'intérêt, c'est ensuite de les mettre face à des œuvres qui sont intéressantes et qui vont leur permettre derrière de retourner vers d'autres propositions artistiques. Donc le cirque, voilà, a toujours été pour nous la seule discipline artistique au SIAM, même si ça s'appelle Centre international des arts en mouvement, ce qui nous permettait aussi d'intégrer ceux pour lesquels le cirque fait peur, puisqu'il y en a aussi beaucoup, parce que c'est caricatural ou c'est une discipline artistique moins avancée. Enfin, on a élargi dans le nom pour permettre une inclusion plus large. Et d'ailleurs, on a beaucoup de gens qui viennent au festival et qui disent « Moi, je déteste le cirque, mais alors j'adore les arts en mouvement. » Et on leur dit « Mais ce n'est pas grave, l'important, c'est qu'ils soient dans cet endroit-là et qu'ils reprennent cette pratique. » Voilà à peu près le projet du SIAM. Peut-être pour vous donner aussi un peu les difficultés de ce projet-là, en tout cas à vous qui avez à en accompagner, c'est le besoin très important d'avoir des interlocuteurs variés. Quand on a un projet, souvent je fais le parallèle entre le SIAM et comme un arbre en fait, qui a des branches très différentes et qui a des racines sur son territoire très fortement implantées qui viennent nourrir le projet. Et si on n'accepte pas qu'il y ait cette diversité de branches, finalement, on vient appauvrir la totalité du projet. Et nous, notre difficulté, c'est de faire accepter qu'on peut aller parler et à l'éducation, et à la solidarité, et à la culture, etc., en ayant une richesse sur chacune de ces interactions, notamment parce que chacun de ces interlocuteurs permet d'identifier les bons relais de terrain sur son sujet. Et à nous, ensuite, de faire le mix entre ces différentes problématiques. Et aussi, mais ça, je le soulève en débat et après, promis, je laisse la place aux questions, cette importance d'avoir une forme de confiance réciproque et d'avoir un soutien parfois au-delà de quelque chose de très précis qui est presque de l'achat de prestations de soutien et de politique publique, mais d'avoir une relation de confiance sur la durée, en revanche associée à des très forts indicateurs d'impact qui permettent de partager, parce que la confiance, ça n'exclut pas le contrôle, justement, et la co-construction. Et donc, en tout cas, de réfléchir à éviter d'entrer dans un tout appel à projet qui parfois déconnecte du terrain et d'essayer de créer, mais je connais la difficulté aussi de la collaboration et des interactions, quelque chose qui aille plus dans la durée et qui permet d'être plus réactif. Je m'arrête là, Bérénice. Je te laisse enchaîner sur les questions. Merci beaucoup, Chloé. Du coup, peut-être juste avant de passer sur les questions, saluer la présence, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, de Loire-Forêt, donc une collectivité que le Lucas accompagne également, donc pour montrer aussi que ces webinaires ont vocation à croiser les différents acteurs du cas. Et donc Catherine Angénieux notamment qui est là, merci beaucoup. Est-ce que suite à la présentation de Chloé Béron, ça soulève des questions, des interrogations, des réactions? Vous pouvez soit réagir à l'oral en demandant peut-être la parole, soit directement dans le chat et puis on retranscrira vos questions. La question peut-être de Lefebvre, je sais, non, je sais pas le nom. Alors, il y a B. Lefebvre qui lève la main. Du coup, je peux parler? Oui, je vous écoute. Je n'ai pas votre nom. Du coup, c'est Barbara. Barbara, pardon. Bonjour. Du coup, du Pas-de-Calais, du conservatoire. Bonjour Magali, j'ai vu Sam aussi. Du coup, c'est un force. Du coup, je me posais la question pendant votre présentation qui était très claire et je vous en remercie. C'était, du coup, j'ai un peu navigué sur votre site internet et donc parmi tous ces projets, je me posais la question notamment sur l'équipe du SIAM, du coup, sur votre équipe pédagogique. Avec combien de titulaires, combien d'actions, enfin voilà.
parce que sur la présentation du CIAM sur le site, on voit énormément, on voit l'équipe administrative du coup, et l'équipe pédagogique et la direction artistique, comment ça s'articule un peu par rapport au projet. Ça, c'est une chose. Et l'autre point aussi, mon autre question, c'était pour vous sur l'action culturelle. Donc, en fait, dans l'action culturelle, quelque part, vous mettez ça sous l'égide de Cirque pour tous, où ça engendre vraiment toutes les actions culturelles et la radiation, en fait, sur l'ensemble du territoire. C'est ça? Oui, pour répondre d'abord à votre première question sur l'équipe pédagogique, on a une dizaine d'enseignants permanents qui font la saison complète, c'est-à-dire d'octobre à juin ou juillet, qui sont tous des artistes de cirque de formation, qui ont eu des carrières dans le secteur. Enfin, pour une grande partie, c'est le cas. Soit dans le cirque traditionnel, auquel cas c'est les fins de carrière de cirque traditionnel, soit dans le cirque contemporain où on a plutôt des jeunes artistes qui viennent prendre un temps pour d'abord maturer leurs envies de création tout en ayant un salaire qui leur permette de continuer à subvenir à leurs besoins. Et puis ensuite, on a une mixité dans cette équipe, donc d'abord cirque traditionnel, cirque contemporain, et puis aussi accompagnement éducatif à des volets plutôt BPGEPS, qui viennent amener une pédagogie parfois plus accessible, moins technique. Et c'est de la rencontre de ces différents profils que naissent les projets, enfin en tout cas que s'écrit cette pédagogie. Ça m'étonne que ce soit pas sur le site, parce que normalement l'équipe pédagogique, l'équipe administrative, c'est celle qu'on a mise en dernier très récemment, donc peut-être qu'il y a eu un petit sujet, mais normalement c'est vraiment l'équipe pédagogique et leur parcours qui est plus intéressante pour le public qui nous accompagne. Et tout ça est coordonné d'abord par une coordinatrice pédagogique qui s'appelle Karen Richard. Karen, elle écrit les programmes pédagogiques, donc elle accompagne les professeurs sur le programme et sur le fait d'adapter leur enseignement à différents types de publics. Donc c'est elle qui fait le rouage entre les professeurs et les établissements une fois que les projets sont écrits. Et on a également Valentine qui va nous rejoindre parce qu'elle est à une réunion en politique de la ville. Elle va nous rejoindre dans quelques dizaines de minutes. Valentine qui, elle, est chargée du développement des projets pédagogiques. Donc, c'est Valentine qui, elle, fait le lien avec les organisations extérieures. C'est vraiment elle qui va chercher d'autres types de projets. C'est elle qui connaît les partenaires et c'est elle qui monte ces projets-là. Donc, le secteur transmission est organisé autour de ça. Et puis, on a également Valérie Chiodi qui, par ailleurs, a des fonctions très administratives, mais qui est une spécialiste de la pédagogie, notamment de la danse et du cirque, et qui garde un regard de consultante, de soutien, de ressources pour ces équipes-là, puisqu'elle est particulièrement expérimentée sur le sujet. Donc voilà comment s'organise l'équipe pédagogique. Et après, aujourd'hui, le CIAM s'organise autour de 4 pôles, la responsabilité administrative et financière, les relations. On a une responsable des relations qui prend en charge la communication, le mécénat, le digital, le protocole et l'événementiel. Donc il y a vraiment tout ce qui crée du lien vers l'extérieur. Et quelqu'un qui est spécialiste sur les relations institutionnelles pour garder le lien avec les politiques publiques et toujours s'accorder avec ces sujets-là. Et puis garder aussi cette veille des politiques publiques et des besoins des acteurs d'État. Et puis, enfin, le dernier pôle qui est un pôle d'opération qui est chapeauté par quelqu'un qui recouvre à la fois la technique, la production et la transmission. Ce qui nous permet de garantir aussi de ne pas avoir une action en silo, mais qui est bien quelqu'un qui en permanence essaye de faire que les projets se croisent. Et quant à l'action culturelle, Cirque pour tous, c'est plutôt des questions d'essayer de clarifier ce qu'on fait. Mais oui, en fait, tout peut tout recouvrir. L'action culturelle, c'est vraiment plus de l'enseignement pour le moment. Ça s'ouvre aux beaux-arts avec la microfolie et avec l'arrivée de la salle, ça va être aussi beaucoup de médiation. Merci beaucoup, Chloé. Est-ce que ça appelle d'autres réactions, d'autres questions? Merci beaucoup, c'était super clair. Magali?
Oui, merci. J'avais juste une petite question, Chloé, pour resituer par rapport avoir une espèce en tête, une espèce de cartographie du territoire sur lequel tu es, à savoir la présence ou non d'autres établissements soit d'enseignement artistique, soit de diffusion, création, etc., en proximité sur la même interco, par exemple, quoi. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup d'autres acteurs. Le premier, celui dont on nous rapproche en premier, et qui est pourtant assez éloigné de notre, à la fois des axes, des valeurs qu'on défend, et puis du projet en général, c'est le pôle cirque à Marseille, qui a un pôle national des arts du cirque. C'est lui qui porte la biennale des arts du cirque Méditerranée. C'est celui vers lequel naturellement tous les acteurs nous approchent, alors que finalement, ce sont des politiques assez différentes, puisque les pôles cirque sont vraiment sur la question de la création, de la coproduction, cet aspect-là, bien plus que la médiation, l'enseignement, l'innovation, la recherche, etc. Mais parce que, par simplicité de compréhension, on dit cirque égale cirque. Ce qui est un peu dommage. Après des établissements similaires aux nôtres, après des établissements sur le cirque, il y en a aussi beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, quand on a ouvert l'école de pratique amateur, on a regardé ce qu'il y avait autour pour surtout ne pas faire de dumping en arrivant, en ayant des tarifs qui étaient décalés. Et d'ailleurs, on essaye d'intégrer, de renvoyer les élèves vers ces écoles-là quand elles sont plus en proximité, de faire des croisements. On travaille aussi avec les UNSS Cirque. Donc, sur ce volet cirque, on essaye d'être en bonne interaction, en bonne intelligence avec le territoire et de faire que ça bénéficie à tous. Sur le volet d'enseignement, il y a un grand conservatoire à Aix-en-Provence avec lequel on a beaucoup collaboré pendant une période. Notamment, on a fait des concerts jonglés pour mêler un artiste de cirque qui avait développé la capacité de faire des partitions de jonglage avec des partitions de musique. Et donc, l'orchestre philharmonique du conservatoire a fait la musique pendant qu'il jonglait. Donc, ça a été des belles rencontres. Ensuite, on travaille beaucoup aussi avec les lycées d'enseignement technique, notamment pendant le festival. On accueille beaucoup d'apprentis ou d'élèves du DMA Son et Lumière de Marseille qui viennent faire en proximité avec les techniciens qui viennent accompagner le festival, mais qui sont surtout un peu en observation, en fait, en stage d'observation pendant leur enseignement. Et puis ensuite, on a tous les établissements avec lesquels on collabore, qui sont à la fois des établissements d'enseignement générique. Et puis, on partage aussi, par exemple, avec le ballet Préjocage sur des croisements. Parfois, ils sont venus enseigner, parce qu'on a une petite classe qui s'appelle Classe Étoile dans la pratique amateur, qui est un peu l'équivalent du conservatoire. L'idée d'avoir une pratique un peu plus poussée et plus variée. Et dans ces cadres-là, on essaye d'échanger. En fait, dans l'ensemble, on essaye de collaborer avec un maximum d'acteurs du territoire. Ensuite, c'est des questions de rencontre, de temps. Et puis, une fois que ça se fait, ensuite, ça se régénère. Mais voilà, sur le territoire, il y a à peu près toutes les disciplines qui sont représentées avec tout type d'acteurs. D'accord, merci. Et j'allais poser d'autres questions, mais je vais m'arrêter. Alors, Frédéric, juste avant, parce que je vois une main levée, mais je vois qu'il y a une interrogation dans le chat, dans la discussion, de Valérie Canilla. Quid du schéma départemental des enseignements artistiques et quelle articulation avec les écoles de cirque? Alors, j'avoue m'être noté dans les notes de cette conférence, l'éducation artistique est d'une compétence obligatoire du département. Donc, on se l'était dit, hein, effectivement, mais... Non, j'avoue que pour être très sincère, la collaboration avec le département n'est pas très simple, puisque justement, il y a cette question d'Aix-Marseille qui est pas très évidente. Et puis, c'est un territoire très politique, avec des retournements en fonction des alliances qui sont parfois très radicaux. Donc, on essaye, mais en tout cas, je n'ai pas connaissance d'un schéma départemental des enseignements artistiques, et pourtant, c'est pas faute de croiser les gens. Et donc, je n'ai aucune idée de son articulation avec les écoles de cirque, en toute sincérité. Mais ce serait avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je vais, dès la fin de cette conférence, reprendre contact pour essayer de poursuivre cette réflexion.
On pourra apporter des témoignages. Je vois qu'il y a Romain de Bruit de Couloir qui est sur notre territoire. On en reparlera peut-être plus tard. Mais Frédéric, Frédéric Lortios, du côté de. Alors, je me permets, Bérénice, si tu veux bien, parce qu'on se connaît aussi, du côté de Liévin, dans le Pas-de-Calais. Je coupe mon micro. Oui, bonjour. Eh bien, oui, vous avez un peu répondu à mon interrogation qui était celle de savoir comment les partenaires culturels, par exemple de la ville d'Aix ou des alentours, participaient au projet cirque, hein, puisque la musique pour le cirque, ça peut être un volet assez important. Et est-ce que ces projets, ou ce projet qui avait été mené, il a été sur toute l'année ou alors simplement c'est une commande qui a été faite au conservatoire, voilà, où vous en êtes par rapport aux différents partenaires des collectivités, au niveau culture, dans votre projet général. Sur le conservatoire, c'est aussi parce qu'on se connaissait bien avec le directeur du conservatoire et que ça a permis d'abord d'aller voir les uns et les autres pour comprendre ce que chacun fait. Je crois que c'est vraiment cette dynamique-là qui a généré le plus de projets. Donc, on est allé beaucoup au conservatoire, voir leurs présentations de fin d'année, etc. Et de ces liens a pu se monter ce projet qui s'est fait pas sur toute l'année, sur plutôt la fin d'année, mais avec un gros travail sur la préparation avec les élèves et puis ensuite le jeu. Et ça s'est fait plus exactement, ça devait être avril, mai, juin, août, septembre. Parce que la difficulté, c'est que le festival est en septembre et qu'on a fait... il fallait rattraper la fin du concert à cet endroit-là. C'était très intéressant et notamment, on n'avait pas mesuré la difficulté pour les jeunes de jouer face à des artistes de cirque. C'est-à-dire qu'en fait, ils oublient beaucoup, ils regardent les jongleurs et ils jouent plus très, très bien. Donc ça a été une expérimentation assez intéressante. Mais justement, c'était un projet. Tout l'objet de ces partitions, c'est de réussir à faire un concert jonglé, donc avec beaucoup de jongleurs, de la même manière qu'on fait un concert, c'est-à-dire chacun prépare sa partition de son côté et ensuite on répète ensemble dans un temps très court. Et un spectacle de cirque, habituellement, c'est beaucoup de semaines de résidence, entre 12, 16 semaines parfois de résidence. Là, on a eu 4 jours en commun. Donc, ça a été vraiment très, très dense pour un spectacle qui faisait 1h15 et qui a été vraiment très réussi. Et par ailleurs, on se disait au départ qu'on allait faire une représentation. C'était dans un chapiteau qui faisait 500 places. Et en fait, on a été totalement débordés. On a fait 2 représentations et on aurait pu en faire encore 2 de plus si ça avait été possible. Donc, ça nous a permis d'élargir énormément le public par rapport aux parents d'élèves et puis à un public qui finalement était très attiré aussi par la musique. Donc, ça a été une très belle aventure. Et vis-à-vis des personnes qui étaient dans le projet cirque, est-ce qu'il y avait des enfants ou des adultes qui ont démarré une pratique, par exemple au conservatoire ou dans d'autres, le théâtre ou je ne sais pas, d'autres esthétiques? Là, on était sur des artistes professionnels, donc du coup, sur ce volet-là, ils n'ont pas forcément démarré. C'était vraiment des intermittents du spectacle, donc ils avaient déjà cette formation-là. Ils ont continué ce travail, mais pas forcément sur ce territoire. En revanche, sur la classe étoile, par exemple, ou quelques autres classes où on fait venir des intervenants extérieurs, mais déjà, il y a une partie des élèves qui ont des pratiques diverses, voire trop variées, hein, avec beaucoup, beaucoup de pratiques. Mais ça nous arrive aussi d'accompagner des élèves vers d'autres disciplines. Chez nous, on a un dispositif de bourse, c'est-à-dire que si un élève n'a pas la possibilité de payer son année, on s'organise pour accompagner les parents. Alors, c'est pas... on a refusé de faire au quotient familial, on n'arrive pas, c'est trop compliqué, mais on essaye d'être en très grande écoute des publics pour détecter ça. Et ce sont des choses qu'on peut transférer à nos partenaires en disant cet enfant-là n'a pas la possibilité de faire et de la danse et du cirque. Est-ce que si on fait moitié-moitié, est-ce qu'on y arrive ou pas
voilà, c'est plutôt dans ces collaborations-là. Mais je trouve que pour l'instant, on n'a pas encore assez de porosité entre les disciplines. Cela dit, le Covid a été particulièrement impactant et voyons ce qui va se passer par la suite. Moi, j'ai une très grosse inquiétude sur la non-reprise de l'activité tant sportive que culturelle chez les enfants. D'avoir perdu 40% de nos adhérents, c'est quand même un signal très mauvais quant à la bonne santé physique et mentale des générations futures. Merci. Merci beaucoup, Chloé. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être qu'on peut, s'il n'y a pas d'autres questions, enchaîner avec la deuxième partie. Je crois que Valentine Bellone nous a rejoint. Donc voilà, c'est l'occasion d'y aller. Oui, bonjour. Excusez-moi, la caméra ne fonctionne pas sur mon ordinateur, mais je vous entends. Super, merci Valentine. Oui, j'ai convié Valentine à cette partie-là du projet, de la présentation, puisque on m'a demandé d'entrer plus en détail sur un des projets, ou en tout cas de préciser à la fois les difficultés et puis les réussites et le parcours pour monter certains projets d'enseignement artistique et culturel. Et je trouvais que le fait d'avoir quelqu'un à mes côtés qui était bien plus spécialiste que moi de ces sujets-là, c'était plus riche pour vous. Donc Valentine Bellone, qui est chargée du développement des projets pédagogiques dont je vous parlais tout à l'heure. On va le faire à 2 voix, comme ça ça permettra d'avoir à la fois la vision plus globale et puis la vision plus opérationnelle des différents sujets. Juste pour un petit volet de recontextualisation dans l'entrée dans ce projet, donc la pratique amateur a été lancée dès le démarrage du projet du SIAM, qui a démarré par un festival, mais qui a ensuite, on a lancé l'école de pratique amateur comme une forte volonté d'ancrage territorial. Ça permettait d'avoir des liens très forts avec les habitants, d'être en grande connaissance quotidienne des habitants du territoire. On a assez rapidement lancé les projets d'enseignement artistique et culturel avec la ville d'Aix, puisque la ville d'Aix avait une politique particulièrement active sur le sujet. Et puis petit à petit, ça nous a permis de faire nos preuves et donc de fédérer soit d'autres établissements, et puis petit à petit d'explorer des publics un peu particuliers, notamment parce que on a une caractéristique dans les équipes, c'est qu'on dit rarement non. Donc on n'avait pas forcément on avait des appréhensions forcément par rapport à certains types de publics, mais en revanche on s'est toujours demandé ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait le faire et comment on pouvait aller au-delà de ces appréhensions. Et je crois que l'équipe est assez définie par le fait d'aimer à apprendre à connaître des gens différents, des gens nouveaux. Voilà, donc c'est aussi dans ce cadre-là que se sont développés ces projets. Et on voulait aller plus en détail sur notamment un des projets, peut-être deux si on arrive à tenir le timing. C'est d'abord nos liens avec le système pénitentiaire. Alors, ce n'est pas exactement les compétences directes du département, mais néanmoins, ça nous a semblé un projet assez symbolique de ce qui s'est passé au SIAM sur ces sujets. Peut-être, Valentine, tu peux retracer rapidement nos partenariats avec ce système-là? Oui, bonjour à tous. Donc, c'est vrai qu'on travaille avec le système pénitentiaire depuis 4 ans maintenant. D'abord, ça a été un départ avec la protection judiciaire de la jeunesse. On accueillait déjà au SIAM des jeunes qui étaient du coup dans des foyers ou en tout cas qui étaient associés à des problématiques judiciaires. Et on s'est rendu compte que voilà, ça leur apportait beaucoup le cirque. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller peut-être un peu plus en profondeur. On a notamment, grâce à des liens avec l'Éducation nationale, pu commencer à faire des ateliers au sein du centre pénitentiaire de Luynes, qui est à proximité du SIAM, et qui a un pôle mineur, donc des mineurs incarcérés. Et c'est vrai que comme ce sont des mineurs, ils ont une partie de l'Éducation nationale qui est obligatoire, donc de l'enseignement. Et par ce biais-là, d'abord, on est intervenu pour travailler voilà, le cirque, mais surtout les valeurs du cirque, le respect, l'entraide, le partage, l'acceptation de l'autre, qui sont des valeurs pas toujours évidentes lorsqu'on est incarcéré. Et c'est vrai que même si au départ, on a eu des appréhensions, on a pu très vite se rendre compte que ça apporte beaucoup à ces jeunes-là.
parce que ça peut aussi leur permettre de reprendre confiance en eux. Voilà, ils sont arrivés assez jeunes dans le système carcéral, donc l'idée est qu'ils n'y retournent plus jamais, et aussi de leur montrer plein de chouettes choses qu'on peut faire, notamment à travers le sport et la culture. Dans ces cadres-là, on a à chaque fois été soutenus, hein, que ce soit par des fonds sur la protection de la délinquance ou la politique de la ville sur la ville d'Aix-en-Provence. Donc du coup, voilà, on a pu mettre en place ça sur des parcours assez longs, sur une année entière presque, où on intervenait quasiment chaque semaine avec un groupe de professeurs, alors au moins 2 professeurs. Voilà, à savoir qu'on s'était au départ dit que c'était très, très compliqué d'amener du matériel en prison, mais qu'au final, quand on respecte bien les consignes et que tout est donné d'avance, c'est tout à fait faisable. Donc vraiment, voilà, c'était un projet qui au départ nous semblait très compliqué, mais qui a montré voilà, qu'il pouvait être efficace et réalisable, et surtout donner des beaux retours. Et du coup, la suite de ce projet, c'est que ça a donné lieu à d'autres envies au niveau pénitentiaire. D'abord à Luynes, puisque c'est une prison dans laquelle on intervient déjà, avec donc d'autres personnels qui nous ont demandé si on pouvait intervenir auprès des adultes. Donc depuis 1 an et demi à peu près, on a développé un projet avec les adultes en fin de peine, ceux qui dépendent du centre pour peine aménagée, et qui du coup font à la fois des ateliers sur place, mais également chez nous. On trouvait que c'était intéressant de les faire aussi sortir, de venir voir des choses. Et on est arrivé sur la finalité de ce projet, donc il est toujours en cours, hein, bien sûr. On est en train d'organiser des ateliers parents-enfants pour que ces pères, parce que ce ne sont que des hommes qui ont été incarcérés, certains pour de longues durées, renouent aussi le lien avec leurs enfants à travers le sport et l'art. Et ce projet fonctionne bien, ce qui fait que ça nous a permis, à travers nos partenaires à Luynes et au niveau des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de proposer ce type de projet du coup à d'autres centres pénitentiaires qui sont à proximité du SIAM. On en a un à Salon de Provence et un qui est à Arles, qui est pour le coup une maison centrale, donc un lieu où il n'y a pas de centre pour peine aménagée, et où on est en train de développer un projet pour amener au sein de la maison centrale des ateliers et éventuellement aussi un spectacle. Donc voilà, ça a vraiment permis d'un départ avec des mineurs, arriver à un projet beaucoup plus global et sur des publics vraiment diversifiés. Et du coup, voilà, on a trouvé que c'était quelque chose de pertinent dans sa construction. Voilà, et à savoir qu'à chaque fois, bien sûr, on crée le projet en collaboration avec les éducateurs, quand ce sont des enfants, les enseignants et les différents personnels partenaires qui sont en lien avec les publics, pour qu'ils puissent nous conseiller sur la meilleure manière de mettre en place le projet pour que ça réponde à leurs problématiques. Merci pour donner la vision plus de l'organisation autour de ce projet-là. Ce qui me semblait important, c'était de souligner l'évolution. C'est-à-dire on démarre avec des publics qui sont un peu moins inquiétants. Et puis, on va vers des publics un peu plus difficiles. Le passage final vers la maison centrale, c'est encore une autre étape. Mais en tout cas, de commencer avec des publics qui nous semblent plus faciles d'accès dans un premier temps, et de se laisser porter par les opportunités. Ce qui me semblait important de souligner aussi, c'est la question de l'importance de l'implication physique de l'encadrement. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup à ne pas laisser les professeurs et les enseignants seuls dans ces conditions. La première fois qu'on est allé à Luynes, d'abord, évidemment, Valentine est allée rencontrer le personnel. Il y a eu beaucoup d'échanges avec Karen également sur la construction des programmes pédagogiques. Et puis, moi, j'y suis allée pour rencontrer d'abord l'encadrement. Et lors du premier atelier, j'y suis allée aussi avec eux. Et je pense que ça fait partie aussi des sujets qui permettent de développer ces projets-là. C'est que finalement, on ne renvoie pas la difficulté uniquement aux gens de terrain, mais on se trouve nous-mêmes confrontés à ce risque, à ces situations complexes. Et on est là d'abord pour être solidaire de ce moment-là, pour dire je peux comprendre à quel endroit ça te touche, à quel endroit ça se situe, pour être capable aussi d'arrêter les projets si jamais ça amène les gens dans un endroit qui n'est pas confortable.
Et aussi être capable de parler du terrain aux décideurs publics et de pouvoir faire ce lien. Donc, je pense qu'il c'est important de souligner que dans ces projets, ce n'est pas uniquement d'envoyer des médiateurs ou des enseignants, et quand bien même on aurait construit les projets en dehors en participation, etc., c'est aussi s'engager physiquement parfois dans cette rencontre et dans cet encadrement. Et d'ailleurs, ce lien entre les besoins du terrain et les appels à projets dans les deux sens est très important parce que ça permet aussi d'avoir des bilans qui sont teintés de ce qui se passe pour de vrai sur le terrain et dans l'autre sens, de construire des projets qui répondent à des besoins et à des besoins des politiques publiques. Et ça permet également d'expliquer des aléas, d'être mieux en connaissance de toutes ces problématiques-là. Avec le Covid, ça a été un gros sujet, notamment parce que ça s'est assez peu su, mais les prisons ont été particulièrement fermées. Alors, c'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais les prisons étaient très fermées pendant le Covid. Il y a eu très peu de parloirs et ça a rendu ces projets très complexe, particulièrement tendu, avec des gros accès de violence chez les jeunes. Et donc, il y a eu toute une période où on n'a pas pu intervenir. Et il y a une période où, grâce à ce lien très étroit avec les éducateurs, ça a permis de repenser le projet pour l'amener pour amener nos professeurs à attendre un état un peu plus favorable des bénéficiaires pour être sûr que personne ne se dégoûte de ces projets-là, puisque l'intérêt, c'est quand même qu'on continue à en avoir. Et pour ça, il ne faut pas fatiguer les gens qui interviennent. Ce sont des projets quand même extrêmement exigeants. Et ça permet aussi de se rendre compte que pour aller dans une prison, pour 1 heure de cours, il faut 3 heures, il faut 1 heure pour rentrer, 1 heure pour enseigner, 1 heure pour sortir, et ensuite à peu près 1 heure pour se remettre un peu en phase avec la société normale. Et donc, voilà, ce sont des apprentissages qui sont aussi très importants. Si on a le temps très rapide, je peux vous faire un petit... on voulait vous faire une petite fenêtre vers un autre type de projet qui est pour le coup les compétences du département, qui vient aussi répondre à cette importance du lien entre le terrain et la réponse à ces politiques publiques. Ce sont des projets avec les personnes âgées. Donc là, on est plus sur des compétences départementales. De la même manière, on a déployé depuis longtemps et de manière de plus en plus pointue des projets en lien avec les personnes âgées. Pareil, Valentine, est-ce que tu peux nous faire un petit topo rapide? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'au départ, les personnes âgées, c'était une demande un petit peu des politiques publiques, des personnes voilà, avec qui on travaille déjà, voilà, de nos financeurs, de dire, voilà, nous, on a ce public-là, les personnes âgées, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Alors, au départ, on s'est d'abord bien demandé ce qu'on allait pouvoir leur proposer, puisque nous, on fait du cirque et qu'on n'imaginait pas forcément des personnes âgées en train de faire activement une activité de cirque. Et pourtant, donc on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup travaillé avec des partenaires, notamment des EHPAD, pour réfléchir à ce qu'on pouvait proposer. Et est ressorti de cette réflexion 2 projets avec les personnes âgées. Un premier au sein des EHPAD du département, où du coup, avec nos professeurs, on amène des sessions de jonglage, des moments vraiment de participation active des gens pour leur faire manipuler des objets de jonglage et créer du lien. Alors, je suis désolée, la vidéo ne fait que se couper. Voilà, du coup, l'idée, c'était vraiment de créer du lien avec ces personnes-là. Donc, on y va pour 1 heure et demie, alors qu'en fait, on va faire 45 minutes, 1 heure d'atelier. Mais l'idée, c'est d'être présent, de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Et on s'est rendu compte, on a interviewé environ une vingtaine d'EHPAD du département, donc une bonne partie de ceux qui sont présents dans les Bouches-du-Rhône. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose de chouette, dans le sens où chaque fois qu'on a été à un endroit, ça a fait ressortir des moments un petit peu magiques, des personnes qui ont eu des souvenirs de leur enfance, de choses qui leur sont revenues, d'autres qui se sont mis, ceux qui étaient les plus actifs physiquement, qui se sont rajoutés aux professeurs pour faire participer ceux qui physiquement étaient les plus limités. Donc, il y a vraiment eu des moments d'échange très, très chouettes dans une vingtaine d'établissements et on a intervenu environ 2 fois dans chaque établissement parce qu'il y a vraiment eu cette demande-là. Et puis, de là, on s'est aussi dit que pour des personnes un petit peu plus autonomes, on pourrait peut-être les recevoir au SIAM.
Donc, on a imaginé un projet avec une résidence autonomie où on a mis en place, alors ça a duré 2 années entières, là on a eu un petit moment de pause et ça devrait redémarrer très bientôt, avec des personnes d'une résidence autonomie qui est à proximité du SIAM et qui viennent chaque semaine faire 1 heure et demie de pratique. Donc pour le coup, ils viennent au SIAM, ce qui nous permet de leur proposer aussi des choses un petit peu plus variées dans nos capacités d'encadrement. Et on a été encore une fois très surpris puisque ces personnes qu'on imaginait très limitées de par leur âge, eh bien, se sont retrouvées, pour citer l'anecdote, à faire un petit concours de traction pour les messieurs ou à voilà, se lancer des défis. Donc vraiment, on s'est rendu compte que ça fonctionne vraiment bien. On peut tout à fait proposer des choses avec des publics très variés et ça nous a donné envie de continuer de déployer ça. On a imaginé un cours peut-être à l'année pour des personnes âgées, un cirque doux, un peu sur le modèle de la gym douce, pour des personnes qui n'ont pas la capacité de faire un cours normal. Et on continue voilà, de développer cela dans d'autres EHPAD aussi. Donc, du coup, on est arrivé au bout du financement initial d'Ensemble en Provence, mais on est en train justement avec les partenaires de réfléchir à d'autres modes de financement pour permettre voilà, d'y aller plus facilement. Donc, Merci Valentine. Oui, à souligner que c'est un projet en EHPAD qui a aussi démarré avec un appel à projet du département qui s'appelle Ensemble en Provence, qui sont des petites lignes de quelques milliers d'euros, mais malgré tout, qui amènent à parfois créer, monter des partenariats avec la difficulté qu'il faut changer de public chaque année, puisqu'on ne peut pas représenter un Ensemble en Provence avec le même public que l'année précédente. Donc, ça met une grosse difficulté à pérenniser ces projets. Donc, il faut trouver d'autres financeurs pour la suite. Mais le bon côté, c'est que ça invite aussi à se creuser un peu la cervelle et à changer de public régulièrement. Donc, c'est vraiment un projet qui est né aussi avec cette dynamique d'Ensemble en Provence. Ça nous amène demain vers des réflexions d'amener la microfolie en EHPAD, comment on fait, comment on étend en fait nos projets actuels vers ces territoires-là, et aussi des projets de recherche avec des partenaires parce qu'on travaille du côté des artistes professionnels sur des projets de recherche sur l'amélioration à partir de l'analyse de leur physiologie. On a à côté du SIAM une entreprise qui se développe énormément sur l'amélioration de la performance des sportifs de haut niveau, avec lequel on travaille des projets combinés entre sport et entre analyse physiologique des sportifs et amélioration de leur performance. Et avec ces profils-là, on essaye aussi de voir si on peut développer des programmes de recherche, puisqu'on s'est rendu compte, les professeurs nous ont fait remonter que les participants de la résidence autonomie repartaient en levant plus haut les pieds au bout de quelques semaines. Alors, ça semble négligeable, mais n'empêche que pour le vivre longtemps en bonne santé, c'est très important. Et donc, ça nous amène à chercher des scientifiques qui ont envie de documenter ces sujets-là pour pouvoir ensuite créer un corpus de savoir et de techniques autour de tout ça. Et petite parenthèse aussi, l'idée pour nous, c'est pas d'aller toujours vers le plus difficile, d'aller vers des publics de plus en plus compliqués. C'est bien de garder une diversité. Je pense qu'en revanche, le fait d'avoir éprouvé une certaine étape nous permet d'avoir moins peur de la suivante et de s'en rendre compte que en fait, on peut toujours trouver des solutions pour faire passer des moments d'émotion, de culture et ou d'activité physique à ces différents publics. Merci beaucoup, Chloé. Je vois que Magali, tu vais prendre la parole. Oui, merci Chloé du coup et pour la présentation et Valentine aussi. Je vais juste reprendre ma voix déjà dans un premier temps. Pardon. Et puis accessoirement, j'entends deux choses en fait dans le. Alors là, je pense que ça doit être ton écran alors, parce que je me vois en grand. C'est très perturbant, Bérénice. Je pense que c'est parce que je vois ton écran, excuse-moi. Mais je vois plusieurs choses, Chloé, dans la présentation que tu fais de l'établissement. Mais moi, il y a deux choses, en tout cas au niveau si je ressens par rapport au niveau du département, il y a plusieurs choses. Et l'une, c'est notamment la question de la formation des pédagogues et de la formation des équipes. Parce que ce soit dans ton cas, je sais, on est dans une association avec des équipes de pédagogues, d'animateurs, etc.
etc. Mais le fait est que la question serait exactement la même, et on l'a abordé avec certaines personnes que je vois ici dans les vignettes. C'est la question aussi de la capacité des enseignants à interagir, à intervenir auprès de différents types de publics, quels qu'ils soient. Parce que ça demande quand même d'adapter le discours, d'adapter des pratiques. Je pense par exemple aux musiciens, mais quand on est dans des pratiques très spécifiques de motricité, si on parle des cuivres, parce qu'ici dans le Pas-de-Calais, on aime bien les cuivres quand même un petit peu, il me semble, c'est des choses qui ne sont pas anodines. Et peut-être qu'on abordera dans le prochain webinaire la question de la formation, la question justement de la formation et de l'accompagnement des équipes, quelles qu'elles soient. Ça, c'est la première chose. Et j'ai bien entendu que tu accompagnais aussi tes équipes en intervention, que que vous essayez en tout cas de trouver une dynamique commune pour intervenir auprès de ces différents types de publics. L'autre question, pour revenir aussi par rapport au département, et j'en profite pour voir aussi sur le côté s'il y avait eu dans la discussion, je vois que Cédric t'avait apporté une réponse pour le département des Bouches-du-Rhône où il n'y a pas de schéma. Ça, c'est fait. Je reprécise juste, il y a obligation de schéma, c'est fait partie des compétences obligatoires, mais pas obligation de moyens. Ceci est dit, dans le cadre du non, en tout cas dans le Pas-de-Calais, et je salue la collègue aussi de la région, Émilie, qui est ici et qui aura une autre vision, en tout cas au niveau des Hauts-de-France, on essaye d'accompagner cette question et de la formation des équipes dans les interventions sur des projets très spécifiques de cette nature-là, pour voir justement dans quelle mesure les équipes pédagogiques dans les écoles, par exemple une école de musique type ou de danse ou autre, est en capacité d'intervenir à l'extérieur. Là où j'ai l'impression, et là je vais me tourner davantage vers toi Romain, si tu veux bien, la compagnie Bruit de couloir, ou sur la dynamique autour des associations de cirque, il y a déjà, alors est-ce que c'est culturel, on peut en rediscuter, hein, mais il y a si ce n'est une facilité, en tout cas il y a c'est relativement naturel en fait d'aller de diversifier les publics et d'essayer d'ouvrir un maximum l'établissement, y compris dans la pratique. Romain, est-ce que je me plante quand je dis ça ou pas? Tu as le droit de dire oui, hein, complètement. Non, non, tu te plantes pas. Ça fait partie un peu des valeurs justement aussi autour du cirque, d'y réunir tout le monde, hein. Ça a été dit aussi au démarrage du coup du webinaire. Maintenant, après, c'est vrai qu'en termes de formation, je rejoins un peu le volet formation, c'est que le BPGEPS Art du cirque, à travers ce BPGEPS, on est du coup amené à être formé pour pouvoir mener nos interventions auprès d'un maximum de publics et de différentes catégories, que ce soit des personnes en situation de handicap, que ce soit sur du scolaire. Enfin, vraiment, l'animateur est formé aussi pour pouvoir s'adapter. Alors, je ne dis pas qu'en sortant d'un BPGEPS, il va être facile de tout de suite mener une intervention avec du public en situation de handicap ou avec des personnes résidant en EHPAD, mais dans tous les cas, on a toutes les billes pédagogiques de comment mettre en place justement cette animation adaptée au public par rapport à ça. Voilà. Alors, vas-y, pardon, Chloé, vas-y. Si je peux le rajouter, c'est que on tombe dans quelque chose d'assez paradoxal, c'est que finalement le cirque, c'est pas facile à transporter. Ce sont des agrès, ce sont du matériel, etc. On pourrait imaginer que la musique soit beaucoup plus facile. Et c'est vrai que souvent, on nous dit oui, mais avec le cirque, c'est facile. Pas tant que ça, en fait. Il y a aussi une question d'état d'esprit et d'une discipline qui se donne le mal, quelque part, d'aller vers ces publics-là. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, hein, beaucoup le font. Mais je trouve que parfois, cette réponse de dire mais finalement, avec le cirque, c'est assez naturel, c'est assez facile, dans les faits, c'est moins facile que la chorale, par exemple, parce que ça se transporte moins facilement, ça nécessite beaucoup de préparation. Typiquement, en prison, ce serait beaucoup plus simple de faire du chant, parce qu'il n'y a qu'à faire entrer les gens et ensuite, on y arrive. Donc oui, il y a cette simplicité d'accès, parce que le cirque est facilement ouvert à tous, mais je crois que parfois, ça devient un peu... quelque part, c'est pas très sympa pour les gens qui développent ces projets-là parce que c'est soi-disant facile. Je dis ça parce que ça m'est arrivé récemment encore de dire vous faites un spectacle de cirque en rue et il y a plein de public en même temps avec le cirque c'est facile. Non, c'est du travail aussi derrière et c'est pas plus facile, c'est peut-être qu'on a peut-être plus des gens qui sont en conscience et qui ont envie
de faire ça. Et après, pour revenir rapidement sur ta question des intervenants et de la formation des intervenants, alors nous, on forme les intervenants régulièrement sur plein de sujets. On fait que des intervenants des établissements dans lesquels on va viennent sensibiliser, donner les clés de compréhension, d'appréhension de ces publics-là, parce que c'est pas facile. Oui, on est tous des êtres humains. On n'a pas forcément été confrontés à tous ces types de publics. On ne sait pas comment faire si jamais ça dégénère dans un centre pénitentiaire. On ne sait pas comment réagir par rapport à un enfant autiste qui se met à hurler, etc. Et c'est normal, en fait. Et donc, on amène ces compétences-là. Et l'autre chose, c'est qu'on ne force pas les professeurs à enseigner à n'importe qui. Notamment parce que nous, on a des professeurs qui ne sont pas francophones de naissance et qui se retrouvent parfois en difficulté avec certains publics. On sait que les publics, notamment qui relèvent du domaine du judiciaire, cherchent toutes les failles pour pouvoir s'y insérer et mettre en difficulté l'autorité. C'est comme ça, ils sont fabriqués comme ça, c'est pas pour rien qu'ils sont à cet endroit-là. Et donc, par exemple, on préserve certains de nos professeurs qui sont pas francophones d'origine et qui nous en font la demande de ces projets-là. On les envoie pas là-bas, on ne force personne à y aller. En revanche, on sensibilise régulièrement au fait que c'est pas toujours réparti de manière équitable entre les professeurs, etc. Mais on est vraiment dans une écoute. Je sais qu'on a des gens qui ont été plus sensibilisés aux personnes âgées parce que pour des questions familiales, ça a changé. D'autres qui ne veulent pas du tout parce qu'au contraire, ça leur rappelle leur propre mort, etc. Donc, on essaye d'être en forte écoute, ce qui parfois nous met en difficulté avec certains projets parce que si on a trop de ces projets-là, après on n'a plus assez d'intervenants ou alors on a des intervenants qui font ça à 100% du temps et donc du coup qui s'en fatiguent. Alors, du coup, je vais réagir. Je vais faire très rapidement, mais je ne vois pas d'autres mains levées. Je me permets. Chloé, je te rejoins pour reprendre ce que tu disais au début. Quand je dis c'était peut-être maladroit, c'est pas facile pour le cirque d'intervenir auprès de différents types de publics. C'était pas ça le propos. C'était de dire il y a une logique qui est présente dans cette pratique-ci, qui est de l'ordre de la pratique alors populaire. Et dans ma bouche, populaire, c'est quelque chose de très, très positif. Je tiens à le dire tout de suite. Ce qu'on ne retrouve pas forcément, et là je crains que des personnes m'attendent à la sortie du travail, ce qui n'est pas forcément le cas des établissements d'enseignement artistique. Je pense qu'il y a des pratiques, il y a la question aussi de l'histoire des institutions, dans le cas notamment, et c'est mon rôle aussi là de refaire le lien et de reboucler avec les établissements d'enseignement artistique. Dans ces établissements-ci, il y a une habitude de transmission, notamment par rapport à des écoles de musique ou autres, des habitudes, des façons de faire qui sont très fortement ancrées, qui relèvent de collectivités publiques et qui impliquent tout changement d'institution peut prendre parfois quand même un petit peu de temps. Ceci étant dit, et ça fait toujours écho aux questions de la formation, mais pas que, je pense, et je te rejoins et merci d'avoir dit qu'effectivement, ça implique quand même de repenser ce type d'institution, ça implique de repenser les modalités d'enseignement et de pratique artistique. Dans le même temps, ça implique aussi pour les collectivités, comme des départements là, le département du Pas-de-Calais ou d'autres départements, s'il y en a qui sont parmi nous, sur la nature de l'accompagnement qui peut être proposé en partant du postulat qu'il y a une volonté politique d'accompagner cette pratique-ci, quelle qu'elle soit. Et c'était une discussion, et je me permets encore une fois, Romain, mais je vois qu'il y a Samuel aussi du Cirque du Bout du Monde avec lequel on bosse, sur l'accompagnement du département, sur la formation, c'est quelque chose qui est relativement, plus ou moins clair sur certains aspects. Sur d'autres, c'est comment accompagner des pratiques comme celle des pratiques circassiennes auprès de structures qui sont et à la fois, c'est peut-être la problématique que tu rencontres sur ton territoire, Chloé, mais qui sont et à la fois des structures d'enseignement et de transmission, qui sont, on tombe un peu dans de la presta de team building ou de choses comme ça, et qui à la fois sont des structures de création, vraiment, parce qu'il y a une présence très forte des créateurs. En tout cas, c'est le cas des collègues que je vois autour de nous là. Et c'est comment accompagner au mieux ce type de projet-ci, que ce soit au sein d'un schéma d'enseignement et de pratique artistique. Nous, on le fait, en tout cas, on a choisi de le faire sur plusieurs aspects, sur la question de la diffusion et de la programmation, sur la question de la formation et sur la question des enseignements, justement, on y retravaille dans le cadre de la définition du schéma, quoi. Romain, tu voulais réagir? Je te vois... Bah, tout simplement aussi, c'est que, alors d'aujourd'hui, là, c'est une volonté départementale, mais derrière, si
les soutiens ne sont pas là, que ce soit au niveau de la ville ou soit plus haut au niveau de la région aussi. Il y a une difficulté, c'est qu'à chaque fois, on retombe sur le partenaire institutionnel qui nous dit qu'il ne va pas financer pour tout le monde. Et du coup, la prise en fait, de cette réflexion, en fait, est-ce qu'elle ne doit pas se faire aussi à plus grande échelle pour que tout le monde va plus ou moins sur des directions d'accompagnement de ces structures et pas des choses où on est face à des grosses difficultés pour tout simplement pouvoir déployer nos projets. Je vois une collègue moi je me décharge, je vois une collègue du 95, je vous en prie. C'est bon, on m'entend? Oui. En fait, alors nous, dans le Val d'Oise, effectivement, je m'occupe beaucoup de culture et liens sociaux et je suis confrontée à une difficulté, pas forcément, mais en tout cas, je l'évoque. C'est que là, par rapport à l'équipe pédagogique, effectivement, le BPGEPS, ok, mais c'est plutôt des volets animateurs à ce moment-là. J'ai entendu tout à l'heure que Chloé évoquait que c'était quand même des artistes qui avaient un parcours artistique. Et donc, je me pose beaucoup la question parce que j'interviens notamment beaucoup auprès de l'enfance protégée. Et le choix moi, j'étais partie sur un postulat d'artiste. Et la difficulté est quand on veut effectivement mener une action régulière, où c'est beaucoup plus délicat, et puis trouver les bons intervenants d'une part, et puis d'autre part, quand on en trouve, c'est aussi qu'ils puissent ne pas s'essouffler aussi, parce que parfois, effectivement, il y a des grosses difficultés. On attend, je sais pas, un certain nombre de participants, et puis finalement, les jeunes ne viennent pas. Enfin, parfois, j'ai été confrontée à des équipes qui m'ont dit, bah, nous, on a donné, on a fait beaucoup, mais on a besoin de se recentrer sur notre création, sur nos processus artistiques, et finalement, peut-être que le besoin est plus de l'ordre de l'animation ou pas. Donc, je ne sais pas si ça alimente le débat, mais c'est vrai qu'entre le côté à faire intervenir des artistes et simplement des amateurs, je suis en plein questionnement. Je soulevais la question. Moi, je peux te donner mon point de vue, mais je veux bien le partager. Le premier, c'est que oui, c'est des compétences différentes et c'est très intéressant de les combiner, à la fois des compétences qui sont plus de l'ordre de la pédagogie et d'autres qui sont plus de l'ordre de l'artistique. L'autre chose, c'est que il y a quelque chose en termes de droit du travail. Hein, de toute façon, l'enseignement, c'est sur du régime général. Et c'est fait pour que les artistes n'enseignent pas trop, puisque c'est limité. Donc, il faut se poser la question, je pense, à un plus haut niveau. Et je suis assez favorable à ce que la question soit posée plus largement. Effectivement, si on veut que les artistes enseignent, il faut reconnaître le fait qu'ils peuvent enseigner et continuer à être artistes sans mettre en danger l'un et l'autre. Et par ailleurs, je crois beaucoup à la complémentarité de ces différents publics d'enseignement. Nous, on a des artistes, mais qui ne sont plus, qui ne jouent plus, en fait, c'est une autre partie de leur carrière d'enseignant, mais comme des sportifs de haut niveau qui deviennent entraîneurs, etc. Enfin, c'est vraiment une bascule dans leur carrière. C'est très difficile de faire les deux en même temps, en termes de temporalité, etc. Donc, pour moi, les projets de médiation artistique sur ces sujets, ce sont forcément des sprints. Ça ne peut pas être un marathon, ça ne peut pas être de l'entraînement quotidien parce que ça ne va pas avec leur rythme de création et ça vient quelque part presque appauvrir l'artiste. En revanche, sur des projets qui sont construits et qui sont un temps presque comme un projet de création finalement, ça peut être quelque chose de très intéressant. En revanche, il y a aussi une question sur la formation des artistes à l'enseignement artistique et culturel, où comme c'est un peu moins noble, ne serait-ce qu'au niveau du ministère, ça a été des grands débats pour la place de l'enseignement artistique et culturel dans le ministère de la Culture. Donc, de fait, ça découle également sur les artistes. Tout ça cumulé fait que forcément, il faut tourner sur les équipes.
artistique. Et nous, c'est pour ça qu'on a des contrats spécifiques sur l'enseignement à l'année, les EAC et l'école de pratique amateur, qui sont du travail du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. Mais peut-être c'est différent ailleurs. Alors Samuel, pour Samuel du Cirque du Bout du Monde, tu veux intervenir de Cirque du Bout du Monde qui est dans l'agglomération lilloise? Voilà, je voulais rebondir un petit peu sur justement la différence artiste et formateur, en fait, parce que nous, on a les deux volets, hein. On travaille on est école de cirque et compagnie de cirque, et on a pris la décision et le choix de ne pas mélanger les choses, même si on trouve des croisements entre l'équipe de formateurs et l'équipe artistique, mais on est parti du principe que déjà, tout artiste n'était pas bon formateur et que à l'inverse ne l'est pas également. Et que ça ne correspond pas non plus au calendrier de tournée des artistes de pouvoir suivre des projets dans le temps. Donc, on a préféré séparer un peu les choses. La question de la formation des formateurs en cirque, c'est une question qui est très, très problématique et au niveau national, qu'on retrouve un peu partout. Déjà parce qu'il y a une pénurie de gens diplômés et formés dans ce domaine-là. Et ça pose en tout cas, nous, ça nous pose de gros soucis. Je sais que ça pose de gros soucis aussi à d'autres structures, de trouver des gens compétents. Et c'est vrai qu'on va souvent chercher nos formateurs dans l'animation pour les former au cirque, pour pouvoir effectivement pouvoir aller vers des projets pédagogiques un peu plus poussés avec des publics un peu plus particuliers. Voilà, c'était juste un petit témoignage, mais avec la question quand même de la formation professionnelle des artistes de cirque, enfin des formateurs de cirque qui, à mon avis, va être problématique dans les années à venir parce qu'il y a une vraie pénurie de toute façon au niveau national. Il y a une vraie problématique aussi du côté de tous les enseignements autour du spectacle vivant, mais ça, c'est encore pas le lieu, je pourrais en parler pendant des heures. Romain, je vois que tu as levé la question, mais je vois aussi que Samuel, et il faut conclure, hein, il y a Bérénice qui me rappelle qu'il faut qu'on conclue. On peut terminer juste là-dessus, si vous voulez bien, parce que je voyais juste oui, ça peut être sympa de terminer là-dessus. Comment envisagez-vous, c'est dans le chat, je pense que ça doit être toi, Samuel Wacogne, directeur de l'école intercommunale du Duquelier dans le Pas-de-Calais. Comment envisagez-vous l'évolution de la pratique et l'enseignement du cirque à moyen ou long terme par rapport à la musique, la danse ou le théâtre notamment? Chloé, 3 heures. Ouais, je vais essayer de faire vite. Non, il y a déjà un réseau très dense d'écoles de cirque. Je pense que ça... Pour moi, il y a une question d'entrée dans les conservatoires, de lien étroit, en tout cas avec les conservatoires, pour asseoir aussi, pour toucher ces publics-là. Et pour permettre un croisement peut-être plus étroit des élèves à cet endroit-là, à ce moment-là de leur vie, en tout cas, que ce soit on fasse un coup de la danse, puis finalement on bascule, alors qu'aujourd'hui on est un peu plus sur les questions gymniques, donc d'ouvrir ce volet-là. Et puis après, j'espère, mais bien au-delà du cirque, que cette question de l'enseignement artistique, elle se déploie de manière beaucoup plus importante. On a beaucoup investi sur la création et il faut sûrement bien continuer de le faire, mais il y a aussi des dérapages et des mercatos qui s'installent de ce côté-là, sur lesquels des fonds importants d'État et de collectivités sont imposés. Et il faudra un jour se poser la question de est-ce qu'il y a une limite salariale aussi supérieure à certains cachets, est-ce qu'on continue dans le mercato, et que ces fonds-là puissent être aussi transférés du quotidien, de cette éducation artistique et culturelle qui est indispensable au retour du public dans les salles et voilà, au retour du sensible dans les vies. Donc,
pour moi, et en même temps, j'imagine bien que ceux qui ont fait ça il y a 40 ans se disaient exactement la même chose. Et je pense qu'il faut une forme de modestie et d'indulgence par rapport à ça. Ce sont des combats longs qui ont été menés aussi par des générations précédentes, mais sur lesquels on espère apporter au moins une petite pierre ou carrément une grosse contribution. Merci pour cette réponse. Alors, j'aurais bien aimé qu'on puisse continuer à discuter comme ça encore un petit temps. Ça ne va pas être possible. Juste pour répondre, et puis ça permet aussi d'engager, de vous inviter peut-être à une prochaine session de webinaire. On l'a bien entendu là, et dans ton intervention, Chloé, mais dans tous les retours sur la question sur les questions d'éducation artistique, d'enseignement. Ça demande quand même des compétences bien particulières, et ça vient vraiment interroger spécifiquement la question de la formation de ces pédagogues, de la formation des artistes en eux-mêmes aussi, parce qu'on forme des artistes et des pédagogues aussi, quoi qu'on en dise. De ce fait, quand je dis on, le département du Pas-de-Calais, la Fédération Art Vivant et département et le Lucas, ce qu'on vous propose, c'est de prendre date. Bérénice Sarda, on verra très prochainement un mail pour vous en informer, mais a priori, les prochains enjeux que nous rencontrerons, ce sera justement sur la question de la formation dans le spectacle vivant. Je ne peux pas encore trop dire de qui on sera accompagné parce qu'il faut qu'on le revoie là très prochainement et je ne veux pas trop m'avancer. Mais ça fait partie des sujets centraux et au titre de la démarche là qui est engagée sur le département avec le Lucas, ça fait partie aussi des éléments qui ressortent énormément, la question des ressources humaines et de l'accompagnement de ces ressources humaines dans les établissements, quels qu'ils soient. Merci à tous. Bérénice, tu veux peut-être terminer sur un petit mot? Non, merci d'avoir fait le lien avec le prochain webinaire. Juste dire qu'il aura a priori lieu le 7 juin après-midi cette fois, donc de 14h à 15h30, mais on vous renverra toutes les infos par mail. Et merci beaucoup à tous d'être venus. Est-ce que Chloé, tu as un petit mot de conclusion? Non, mais merci pour ce partage. C'était parfois un peu descendant, mais j'aurais bien aimé être avec vous en présence pour pouvoir se croiser et continuer à échanger. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus au SIAM si vous passez par le sud-est, à Aix-en-Provence. Et puis voilà, vous pouvez en savoir plus parce qu'on ne peut pas forcément tout développer, mais si vous creusez notamment le fil LinkedIn du SIAM ou la chaîne YouTube du SIAM, que peut-être Bérénice pourra vous envoyer, vous avez aussi des images de ce qu'on a pu faire. C'est toute la difficulté de ces projets qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas très visibles comme ça, mais qui malgré tout ont beaucoup d'impact. On essaye de les partager un peu plus. Donc voilà, je vous invite à creuser sur ces deux sujets-là si vous avez envie d'en savoir plus. Et puis voilà, on est disponible, tant Valentine que moi, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des envies de faire des choses ensemble, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, notre porte est ouverte, et même virtuellement pour le moment, mais physiquement aussi. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Je crois qu'on va... C'est ça, Bérénice, on s'arrête là. Moi, je dis à très bientôt à ceux qui sont sur le territoire départemental. Et puis à très bientôt pour les autres, pour le prochain webinaire. À très vite, merci à tous. Merci. Au revoir.